Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Toute l'équipe d'Iréségoria est ravie de vous retrouver et de vous accueillir ce soir en amphithéâtre Eddy de Nantes pour ce second événement d'éloquence de l'année. Alors vous l'aurez compris, ce soir, ce sont 6 candidats chevronnés provenant de 6 écoles qui, par leur discours, essaieront de convaincre notre jury pour remporter le prix de meilleur orateur. Ils nous viennent tout droit d'HEC, de Neoma, de Sciences Po Paris, de Sciences Po Lyon, de l'EM Lyon et bien entendu d'Audencia. Avant de commencer, je souhaiterais adresser un sincère remerciement à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour mettre sur pied cet événement. Mes remerciements vont tout d'abord aux membres de l'association Iségoria. On peut les applaudir. À l'association Verbatim, qui dans le cadre d'un partenariat nous a aidés à la fabrication et à la conception des visuels. À l'administration d'Audencia, qui, pour son soutien matériel et matériel, non, ils nous ont beaucoup aidés lorsqu'on avait des petits soucis et des petits couacs. Enfin, un remerciement tout particulier à PwC et plus particulièrement à Timothée Rossignol, sans qui cet événement n'existerait tout simplement pas. Merci pour leur confiance. Mais que serait ce concours sans un jury d'exception ? Ce sont ce soir 4 avocats qui évalueront avec justesse les prestations de chacun de nos candidats. Avocat au barreau de Nantes depuis 2004, merci d'accueillir Madame Fanny Rouanet. Elle est avocate et professeure à Audencia, nous a suivis durant le concours Eloquentia. Merci d'accueillir Madame Anne Audranly. Avocat au barreau de Nantes, certains le reconnaîtront en tant que chargé de TD. Merci d'accueillir Maître Antoine Férézou. Avocat au barreau de Paris, ancien secrétaire de la conférence, il nous fait honneur d'avoir accepté notre invitation de nouveau. Merci d'accueillir, comme il se doit, Maître Bertrand Perrier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et nous allons débuter. Bonjour à tous. Alors, sans autre introduction, nous allons introduire le premier candidat. Il aime autant la musique, puisqu'il vient de l'association de la Commu de l'EM Lyon. Il aime également les mots, car il a gagné les plaidoiries du manager de l'année dernière. Il va nous parler du sujet « Le silence peut-il être mal entendu ?» Vincent Breton. Vincent, s'il vous plaît, merci. Vincent, tu sais qu'il y a une petite chose à rajouter dans ton discours, le mot du public. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut rajouter le mot du public pour Vincent ? Ah, t'as déjà une fan ? Je propose le mot fusion. Très bien. Pourquoi pas ? Ça marche, Vincent ? Fusion, c'est ça. Très bien. Je vais pas l'utiliser donc. Okay. Silence, s'il vous plaît. Merci. Le silence peut-il être mal entendu ? Alors déjà, le silence peut-il être entendu ? Pour répondre à cette question, prenons en premier lieu Euripide. Euripide, un des 3 grands tragiques grecs, a eu le bonheur d'apporter à nos esprits meurtris par l'appel luminescent du divertissement virtuel Iphigénie en Aulide. Iphigénie en Aulide, c'est l'histoire d'Iphigénie qui se fait sacrifier par son père Agamemnon, roi de Mycène. Pourquoi doit-elle mourir ? Parce que les dieux sont mécontents. Pourquoi les dieux sont mécontents ? Parce qu'Agamemnon, ce gros balourd d'Agamemnon, s'est prétendu meilleur chasseur qu'Artémis, la déesse de la chasse. Pourquoi Agamemnon, roi de Mycène, nom de Zeus, s'est-il prétendu meilleur chasseur qu'Artémis ? Cela ne lui suffisait-il pas d'avoir une femme aimante, un supermarché à moins d'1 kilomètre de son bungalow et un poste de télévision ? Il lui fallait forcément pécher, oui pécher, je dis pécher, en s'abandonnant au stupre de la vanité la plus absconse, à ce qu'il y a de plus sinistrement stupide dans l'histoire de l'humanité, l'aveuglement né de l'absence d'humilité.
Le même aveuglement qui caractérise Christophe Germain lorsqu'il déclare, ceci n'est pas une blague, que l'ambition d'Audencia Nantes est de figurer parmi les meilleures institutions internationales, excusez-moi. Je remercie Audencia pour l'excellent accueil qu'il nous a fait aujourd'hui. Eh ben, c'est bien fait pour lui. Maintenant, il doit sacrifier sa fille. Je suis revenu à Agamemnon. Pas n'importe comment d'ailleurs, il doit la brûler vive. Évidemment, Clytemnestre, sa femme et la mère d'Iphigénie, fait un véritable scandale. Elle lui dit toutes sortes de choses et elle lui dit notamment, et c'est là où je vais en venir, ton silence est un aveu. Épargne-toi la peine de nier. Cette situation vous est certainement familière. C'est exactement la même qui s'est produite entre Anne Sinclair et DSK. Là où je veux en venir, c'est à la conclusion que le silence est éloquent. Vous me direz, ça valait bien la peine d'aller chercher Euripide pour sortir pareille banalité. Notre représentant d'HEC me le dira, lui qui parlera dans un instant de l'incapacité des mots à exprimer tout ce qu'on vit et ressent. Ce à quoi je lui répondrai que le silence peut, lui, exprimer tout ce que les mots ne peuvent pas dire. Mais, et il faudra ici lui donner raison, si Clytemnestre a bien compris que le silence de son mari signifiait qu'il allait barbecuter leur fille, tâche à laquelle elle va l'aider d'ailleurs, ce n'est pas le cas d'une autre figure mythologique, Hippolyte. Phèdre, chez Racine, s'adresse à Hippolyte, son fils, dont elle est amoureuse, évidemment, sinon il n'y aurait pas de drame. Elle essaye de lui faire comprendre son amour à mots couverts et espère qu'il fera le reste du travail. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée, son mari. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, fier et même un peu farouche. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel que l'ont vu nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre visage. Cette noble pudeur colorait son visage, lui fait semblant de ne pas comprendre. Dieu, qu'est-ce que j'entends, madame? Oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux. Histoire d'éclaircir la situation, Phèdre lui dit « j'aime ». Aussi, on se l'a fait à Élisabeth Huppert, histoire de rendre les choses un petit peu plus évidentes encore. « J'aime ! Ne pense pas que, maman, que je t'aime. Innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abats encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Elle lui dit plein d'autres choses, elle le propose de la tuer, enfin ça va très loin. Ce à quoi Hippolyte ne répond absolument rien. Il s'en va d'ailleurs. En voilà un silence éloquent s'il en est. On pourrait s'arrêter là et conclure que le silence, parfois, il est compris, parfois, il n'est pas très bien compris. Je ne sais pas pourquoi je pense à cet accent. On aurait déjà répondu à la question. Mais on néglige une question essentielle. S'agit-il vraiment de comprendre? Il est écrit « entendre ». Alors, comme vous le savez, ce terme a deux sens. Le premier, ouïr, mais à part la fouine, le slammer iconoclaste qui veut entendre crier son nom, la fouine, nous ne sommes pas très avancés. Malgré les rires, je sens pourtant que cette référence parle davantage à l'assistance que les alexandrins raciniens. Enfin, passons. Je me repose au moins sur notre bien-aimé jury pour me soutenir dans la promotion des valeurs de notre belle langue, bien que Maître Perrier soit passé par les bancs d'HEC, mais une erreur de parcours, ça peut arriver à tout le monde. Pour ce qui est du deuxième sens d'entendre, en revanche, qu'on a traduit jusqu'ici par comprendre la signification de, on est obligé de chercher des éclaircissements ailleurs. Nous avons Pierre Léger, qui nous dit que lire, c'est entendre avec les yeux. De quoi on peut déduire qu'entendre, c'est lire avec les oreilles. Voilà, encore un qui aurait pu garder le silence. J'ai mon ami Bastien, avec qui nous nous entendons comme chien et chat, mais qui n'entend pas un traître mot à ce que nous disons ce soir, et qui ne saurait donc nous aider à démêler cet imbroglio de calembours de mauvais goût. Nous en sommes donc réduits à revenir à l'entendement de Kant, le Verstand, c'est-à-dire la faculté à unifier les données de l'intuition sensible en les catégorisant. Évidemment, certains, voulant se targuer d'en savoir toujours plus que tout le monde, comme notre ami d'HEC, me rétorqueront «
Et Schopenhauer, dans tout ça, que dit-il de l'entendement, hein? Son passage me confirmera bien s'il parle comme ça. Ne dit-il pas que l'entendement, c'est connaître la cause par les faits? Sur ce point-ci, je lui répondrai que, de 1, Schopenhauer se réclame lui-même comme le seul héritier légitime de Kant, n'est-ce pas? Et que, de 2, entendre l'ensemble des intuitions sensibles en les catégorisant selon les 12 principes de l'entendement n'est autre que l'opération symétrique, et oserais-je le dire synalagmatique, de celle d'extraire la connaissance de la cause à partir de celle des effets, tant et si bien que la cause reste pour nous, et dans les limites conceptuelles de notre débat, un artifice de l'homme pour supporter la pression réifiante de la considération de la vanité de son existence. Et au risque de passer pour un fanatique voltairien, je citerai Saint Matthieu, oui, j'ose le faire dans cet amphithéâtre, qui nous dit, écoutez bien, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il s'agit bien de pouvoir catégoriser le silence. Mais comment catégoriser quelque chose qui semble bel et bien incommensurable, puisque dans cette histoire, il est toujours question de Dieu. Le silence relèverait-il de la raison pure? On peut dépasser ce débat, oui, ce soir on dépasse la pensée kantienne, vous ne vous y attendiez certainement pas, en remarquant qu'au-delà d'être opposés sur le sens à donner au silence, les deux figures mythologiques dont nous avons parlé ne sont que le reflet des contradictions divines. Clytemnestre refuse la volonté céleste qui veut le sacrifice de sa fille et s'en prend à son mari, pauvre bougre, qui vraiment n'était rien d'autre qu'un instrument. Phèdre, quant à elle, est condamnée par les dieux à subir un amour qu'eux-mêmes condamnent, bien qu'ils le pratiquent allègrement, cela va sans dire. Ce qui pêche dans tout ce tintouin, c'est que le dialogue spirituel dont nous parlons est silencieux. Ce serait quand même plus simple si tout était consigné dans une sorte d'ouvrage, une sorte de référence bibliographique sur laquelle tout le monde serait d'accord. On pourrait lui donner un petit nom, Bibla, Biblo, enfin quelque chose comme ça. Parce que s'il y a un silence qui peut être mal entendu, c'est celui de Dieu. Dieu nous entende et nous pardonne. N'est-ce pas, Étienne? Merci. Je placerai fusion dans la réponse aux questions. J'ai oublié. A-t-on eu fusion? Non, j'ai oublié. Ah. Il me reste les questions. Oui, il me reste les questions, c'est sur ce que je comptais. Alors, le silence peut-il être sous-entendu? C'est exactement ce que je ne fais pas, précisément. Le silence peut être sous-entendu. Laissez-moi réfléchir. Le fait que je n'ai pas prononcé le mot fusion est bien un sous-entendu d'un silence qui n'a en vérité pas existé puisqu'il a été prononcé, mais peut-être pas dans cette réalité. Voilà. Et Vincent, pour vous, donc, Euripide est l'un des 3 grands tragiques grecs. Pour moi, les 2 autres sont des Miss Rousseau et d'Anna Mouskouri. Et pour vous? Pour moi, ce seront Échille et, bien sûr... Oh, zut. Sophocle. Bien entendu. Et pour draguer, ça marche? Ce n'est pas ma préoccupation. Bien que cet amphi soit rempli de femmes. Oui, Vincent, bonsoir. Et bravo d'abord pour votre exposé, brillant. Le sujet que vous traitiez, c'est le silence ou la folie? Je ne sais plus. Question toute simple. Quelle est pour vous la couleur du silence et pourquoi? Est-ce que le silence a une couleur? Ça ne peut pas être le blanc, puisqu'on parle bien du bruit blanc. Le silence ne symbolise pas non plus l'absence, donc ça ne peut pas être le noir. Non, pour moi, le silence n'a pas de couleur, puisqu'il peut prendre celle de tous les mots qui existent. C'est très sérieux comme ça, je pense. Et non, moi je voudrais quand même savoir qui est Pierre Léger. Pierre Léger, c'est un auteur, mais je ne saurais vous en dire plus, si ce n'est que je lui ai parlé dessus
Et donc en fait, t'es arrivé avec ton Wikipédia, tu vas faire le malin là. Ça fait 15 jours que tu branlottes Euripide que t'avais jamais lu avant pour impressionner la foule. Et en fait, tu sais même pas qui est Pierre Léger. En fait, le seul auteur que tu maîtrises là-dedans, c'est La Fouine. Au risque de paraître extrêmement pédant, je dois dire que j'ai traduit la totalité des œuvres d'Euripide dans le texte, c'est-à-dire le grec ancien. Ce que je n'ai pas fait pour La Fouine, bien qu'une traduction eût été nécessaire. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci pour cet exposé brillant. J'ai une question, le fait de savoir si pour vous, le silence est nécessaire pour convaincre. Absolument, oui. Je dois argumenter. Non, parce que vous êtes quand même une énigme. Hein. Moi, j'avais jamais vu un truc pareil. Finalement, tout bien considéré, Racine ou La Fouine? Racine, sans hésitation. Racine sans hésitation, d'accord. Vous auriez aimé vivre chez les dieux grecs? Comme à l'âge d'or de la Grèce antique. Eh bien, je n'ai pas l'étoffe d'un héros et donc je ne peux pas me prétendre à vivre avec mes idoles, les dieux grecs. Non, j'aime bien vivre avec les hommes, qui sont beaucoup plus riches et beaucoup moins incestueux que les dieux grecs. Et je vous rappelle que je vais vous poser des questions tant qu'il n'y a pas eu le mot fusion. Celle-ci va vous aider. Vous venez de dire que vous préfériez vivre avec les hommes et avec les femmes. Je ne veux pas être taxé de misogynie, donc oui, je dirais avec les femmes, qui sont la fusion entre la beauté et l'intelligence, tout comme les hommes peuvent l'être. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, merci à Vincent pour cette prestation et nous accueillons tout de suite le candidat d'HEC, Étienne Rabotin, sur le sujet Dieu me pardonnera. C'est son métier. Donc, avant toute chose, le mot du public. Si on a des volontaires. Sciences Po, pardon. Avant qu'on me sous-estime Excuse-moi. et qu'on me donne un mot un peu trop facile, j'aimerais préciser que je ne suis pas d'HEC, mais de Sciences Po. Autant pour moi. Alors, le mot que je vais te proposer, c'est calipige. Un calipige. C'est très bien. Merci beaucoup. Quand j'étais jeune, moi et Dieu, on s'entendait plutôt pas mal. On se voyait tous les dimanches, sans faute. On se parlait un peu. J'avais un peu l'impression de dire tout le temps la même chose. Mais bon, c'était sympa, on prenait des chips, un coup de rouge. On rigolait bien. Ce que je ne lui ai jamais dit, c'est qu'entre nous, ça n'a jamais été une amitié purement gratuite. Même un peu déséquilibrée. Je me suis toujours dit qu'en fait j'étais catho par utilitarisme. Non mais rigolez pas, c'est très utile d'être catho. Premièrement, parce qu'on est à peu près les seuls à pas être trop persécutés par les cathos. Et parce qu'en plus, c'est une religion assez tranquille au niveau de la relation entre Dieu et les hommes, au niveau du pardon, de la miséricorde. Pendant qu'on parle de pardon, la Bible nous dit un truc assez sympathique. C'est chez Luc au chapitre 15. Vous pouvez aller vérifier si quelqu'un a une Bible.
Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est aux cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Autrement dit, c'est un bête donnant-donnant, un contrat déjà rédigé. Il suffit de demander le formulaire à votre curé, c'est rapide, c'est gratuit. La seule condition, c'est d'être en règle avec Dieu. Et c'est là que j'étais très malin, parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai passé mon temps à me mettre Dieu dans la poche. J'ai fait tout ce que les cathos font. J'ai fait du latin, déjà. J'ai porté des chemises Cyrillus rentrées dans le pantalon. J'ai passé des vacances à la Baule. J'ai fait le pèlerinage de Chartres. J'ai fait la Grande Croisade du 26 mai, pas celle du 6 février 34, malheureusement. Et puis surtout, tous les soirs, je priais dans ma chambre. J'étais face à mon mur, sur lequel il y a un crucifix, une image de mon saint patron, une photo du pape. Quand je dis le pape, c'est Benoît XVI, bien sûr, pas le communiste. Donc, après quelques années, une fois que j'ai eu Dieu dans la poche, j'ai pu acheter ma place au paradis. Je suis absolument rassuré de ce côté-là. Quoi qu'il arrive, Dieu me pardonnera. Mais finalement, Dieu, quelle importance? Quelle importance? Moi, ce que je veux, c'est que jamais je n'ai à demander pardon à qui que ce soit, homme ou Dieu, enfer ou ciel, qu'importe. Mais ma conscience à moi, par exemple, ça fait des années que je ne lui ai pas parlé. On a totalement coupé les ponts. C'est un peu comme un ami qui aurait fait Sciences Po Lyon. Dans l'idée, je l'aime bien, mais dès qu'il s'agit de discuter, ça devient ennuyeux à mourir. À la rigueur, j'accepte que mes parents me fassent la morale. Parfois, mon père me dit souvent « Étienne, arrête de parler comme ça, on croirait entendre un socialiste. Tu files un mauvais cachemire. C'est comme un mauvais coton, mais à Paris, 16e. » Et non, c'est important d'avoir des garde-fous quand même. Résumons. Dieu me pardonne tout. Ma conscience se fiche assez bien de tout ce que je fais. Bref, les seuls devant qui j'ai encore à me justifier, c'est vous. Commençons donc. À tous ceux que j'ai pu gêner, choquer, révolter, je demande sincèrement, officiellement, pardon. À tous les autres, je demande pardon d'avance. D'ailleurs, permettez-moi une toute petite parenthèse, j'en ai entendu au fond, qui râlait déjà, qui pensait que j'étais cathocentré. Et bientôt, je sens que dans 10 minutes, puisque je suis un homme cisgenre, hétéro, blanc, bourgeois, je vais être traité de tous les trucs qui finissent en phobe. Je tiens à préciser clairement, puisque c'est un sujet qui mérite qu'on l'éclaircisse, que jamais je n'ai jugé et jamais je ne jugerai quelqu'un sur sa religion. J'ai un très bon ami qui est protestant. Non, il est calviniste en plus, donc c'est encore plus réformé qu'un luthérien. Je vous demande pardon, mais ne vous sentez pas non plus tout permis. Il y a sûrement une masse de reproches qu'on peut me faire, mais je me les sers moi-même, avec assez de verve pour pouvoir refuser qu'un autre me les serve. Messieurs, au cas où. Ce n'était pas une menace. Si vous me pardonnez, ne me demandez pas que je me justifie. Je hais qu'on me juge. Surtout, le pardon, c'est tellement beau, le pardon, c'est le dernier acte gratuit qu'on puisse faire. C'est quand même magnifique. Jean Kelevitch, qui était un type bien, Jean Kelevitch nous dit « Il est tout à fait possible qu'un pardon pur de toute arrière-pensée ait un jour été prononcé ici-bas. Dites-vous que pardonner à quelqu'un, c'est affirmer que vous êtes plus fort que le mal qui vous a fait, que vous pouvez utiliser ce qui vous a blessé pour rendre votre relation plus forte. Je suis passé des confessions publiques à la thérapie de groupe. Ce concours est assez polyvalent. Mais restons sérieux. Pardonner, c'est loin d'être banal. Qui a la grandeur d'âme de pardonner, si ce n'est les plus grands des plus grands hommes? Voyez le martyr qui pardonne à ses bourreaux qui ont déjà la lame sur sa gorge. Voyez cet homme rachitique à Nuremberg qui pardonne à ses tortionnaires. Rappelez-vous que nous vivons dans un monde où le pardon n'a plus aucun sens. Tout le monde demande pardon, partout, tout le temps. La calipiche devant moi, dans la queue de la cafette, qui essaie de me faire taire avec un « Ah pardon, je croyais que c'était mon tour !» Non! Comment elle peut penser une seconde que je vais gâcher un pardon pour un truc aussi idiot? Mais mon Dieu! On vit dans un monde qui a prostitué le pardon. Je veux pouvoir pardonner des fautes ignobles.
Je veux pouvoir pardonner avec un geste majestueux. Je veux qu'on m'admire parce que je pardonne. Rendez-nous le temps où on devait supplier face contre terre un pardon. Rendez-nous le temps où le tort tuait, le temps où il avait un peu d'honneur, le temps où on savait ce que valait un pardon. Je veux qu'on m'insulte vraiment. Je veux qu'on m'insulte vraiment pour pouvoir pardonner vraiment. Je veux qu'on me crache dessus, je veux qu'on me roule dans la poussière. Je veux des adversaires qui aient un peu de panache. Vous tous, chers jurys. Pas trop non plus. Vous tous, chers publics, insultez-moi. Insultez-moi et par pitié, venez me supplier pour que je puisse vous pardonner. Merci. Bon, merci de nous avoir fait autant rire déjà. Je voulais vous demander si Dieu avait d'autres métiers que celui de pardonner. J'ai beaucoup utilisé Dieu. Alors, puisque certains ont posé des questions tout à l'heure, par exemple, faire briller les jeunes gens en soirée, c'est assez difficile. Ils s'en occupent très peu, à part dans les soirées rallye, que vous connaissez peut-être. Mais non, mais sinon c'est très bien. C'est très bien d'être catho. J'ai un très bon ami catho. Dieu est quelqu'un de très gentil, je le respecte beaucoup. Dieu n'a pas d'autres métiers. C'était ma question. À supposer que Dieu est un métier, ce serait le seul de sa branche. Je doute qu'on puisse lui donner une acception comme ça, qu'on puisse le classer dans un corps de métier. Il serait sûrement libéral, par contre. On dirait une profession libérale. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il était au RSI. Étienne, j'ai quelques questions. C'est au moment où tu as dit que tu venais de Sciences Po, que tu avais donc dégringolé d'une douzaine d'écoles, puisqu'on t'avait attribué HEC. C'est donc au moment où tu as dû avouer que tu venais de Sciences Po que l'on t'a donné le mot calipige. Est-ce que tu crois que ça révèle à Audencia une sorte de frustration ? C'est une question gênante. Papa, maman, si vous regardez. Bonjour. Je me suis promené en Audencia, je dois dire, concentré sur mon discours. Je n'ai pas eu le loisir, ni même l'envie, je précise, mesdemoiselles, de m'intéresser à ce sujet épineux avant mon discours. Mais la soirée ne fait que commencer. Vu le physique... Non, absolument, je vous attends tout au cocktail. Vu le physique... disons le physique difficile des jeunes Audenciens qui m'ont accueilli, ne le prenez pas mal, c'est totalement neutre. Ce n'est pas contre vous. Je conçois qu'une frustration ait pu conduire à cette question. Si c'était une proposition, elle est très déplacée. Et tes premiers mots, c'était « quand j'étais jeune ». Et j'ai marqué dans la marge, c'était il y a combien de temps ? Maître Perrier, dites-moi tout de suite que je suis moderne. Je le prendrai pas mal, je vous promets. J'aimerais savoir surtout combien votre maman a de points sur sa carte de fidélité Cyrillus. Dernière question pour moi, enfin je sais pas pourquoi. Enfin, tu as dit, Étienne, j'ai longtemps mis Dieu dans ma poche. Est-ce que parfois le Père venait chercher Dieu dans ta poche ?
On m'a toujours dit de pas t'en parler. C'est prescrit. Surtout, m'a-t-on dit, je ne sais pas pourquoi, à des gens qui travaillent dans le droit pénal. Étienne, bonsoir. Bonsoir. Tu as beaucoup parlé de pardon. Je voulais savoir si pour toi le pardon était une vocation. Je me sens appelé à être pardonné, si c'est ça la question. Pendant toute ma jeunesse, j'ai genre accumulé des jokers en pardonnant beaucoup de gens et en faisant peu de péchés. Je suis très très fier de ma vertu d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une vocation, c'est un calcul avant tout. Me dire qu'en me réservant une réserve depuis les 18 ans qui viennent de passer, me permettre de les réutiliser dans les 60 années qui viennent, qui je pense seront riches en occasion de les utiliser. Dernière question peut-être. Étienne, tu as évoqué au passé, comme ça que tu as commencé ton exposé, ta relation avec Dieu et le pardon, en tout cas dans le cadre de ton exposé encore une fois. Dieu, au-delà du passé, est-il pour toi un métier d'avenir ? Alors, je vais commencer par lever tous les doutes. Être Dieu n'est pas une vocation, en tout cas pas pour moi. Pour revenir plus directement à la vôtre, je pense qu'il a assez de bouteilles pour s'adapter aux changements de paradigme économique et social qui viendront, pour parler comme les gens de la com. Je pense avant tout que c'est un filon à exploiter économiquement. Par exemple, je dis à certains d'entre vous qui, je crois, sont en école de commerce, même si c'est Audencia, mon esprit start-upper me pousse à relancer le marché des indulgences. Voilà, avec la dématérialisation, maintenant, ça sera très simple de toucher un grand public. Vous pouvez venir me voir à la fin si vous voulez qu'on en discute. Bonne soirée. Merci Étienne, de la part des Audenciens en physique difficile qui t'ont accueilli. Et nous allons maintenant accueillir le candidat de Néomar. Donc j'appelle Adrien Forgeor. Mais avant, je vais vous demander de choisir un mot. Oui. Comment ? La vie de lasagne. Ok. Pardon ? Lasagne. C'est bon, on m'entend. Tout d'abord, je tenais à remercier Audencia, La Phase, Egoria et PwC pour avoir organisé ce salon et cette annonce pour ma start-up, Chrono Industries. En effet, nous savons tous que vous êtes venus là pour ça. Pour présenter notre nouveau produit original, This is a Revolution. Vous vous demandez sans doute, qu'est-ce que cette bouteille ? Eh bien, ce récipiendaire, c'est juste un morceau de plastique. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, comme en chacun de vous, car vous allez l'acheter. Voyez-vous, ce produit, c'est du temps liquide. On en a tous besoin, toujours plus. Ça nous manque toujours le temps. Et c'est pourquoi Chrono Industries, la nouvelle start-up de l'incubateur Néomarins, vous la présente. Maintenant, vous me direz, à quoi bon ce temps liquide ? Comment la produisons-nous ? Je tiens à vous préciser une chose. Nous avons fait des tests cliniques prouvés aux États-Unis par des experts, avec le gouvernement américain. Ça n'a aucun effet secondaire. Vous avez juste gagné du temps. Et ce temps, ça peut être 1 heure. 7 heures, vous pouvez faire quoi avec ? Vous pouvez promener votre chien, vous pouvez voir votre famille, vous pouvez aussi dormir un peu, parce que ça nous manque tous en école de commerce à force de boire. Oui, ça manque aussi à Sciences Po, mais pour d'autres raisons. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer un procédé long et ennuyeux, comment nous avons fabriqué cette nouvelle boisson énergisante, bien plus délicieuse que toutes les lasagnes du monde. Eh bien,
On va prendre un mot barbare, un mot de physique quantique, le tachyon. Qu'est-ce que le tachyon? C'est une particule élémentaire du temps que nous avons réussi à isoler et à rendre soluble grâce à des procédés révolutionnaires. Et cette révolution est à portée de votre main. Croyez-vous vraiment cela? Croyez-vous vraiment que le temps puisse être rendu liquide? Tout le monde le cherche en entreprise. En esprit de start-up, on dit souvent la meilleure des idées, c'est d'avoir le plus de demandes possible, le temps. Il faudrait la rendre en bouteille pour créer l'offre, justement. In fine, c'est impossible. Mais ça serait révolutionnaire. Alors, à quoi bon chercher tout cela? Pourquoi parler de temps et de révolution? Pour venir au sujet le plus important. Lorsqu'on crée quelque chose de nouveau, qu'on essaye de développer quelque chose, ce qui est extrêmement complexe, lorsqu'on est premier entrant sur le marché, on va se faire souvent attraper. On va se faire souvent dépasser. Ce qui a été le cas avec une autre révolution que je tiens dans ma poche. Ceci, messieurs, dames, c'est la révolution actuelle. C'est ce qui a dépassé BlackBerry. Le smartphone, c'est Samsung ou c'est iPhone. La vraie révolution, c'était avant. Maintenant, c'est la continuité. Oui, la révolution fait perdre du temps, et ça fait perdre uniquement du temps. Ça fait perdre de l'argent, des ressources humaines. On va revenir à la Révolution française. 12 périodes de notre histoire, très chères aussi à un certain Sciences Po Paris. Sans doute, hein. Durant la Révolution française, on a attrapé, en temps de crise, des nobles pour faire un changement social, un changement démocratique, dirons-nous. Ce qui a conduit à des années sombres, de la famine encore plus, 10 années noires qui se sont conclues par le retour des bourgeois au pouvoir avec le consulat. Perte de temps inutile parce que c'est eux qui avaient fait la révolution, les chassés sont revenus. C'est de même avec la Russie, à la belle et grande Russie de Raspoutine, qui, sous l'influence de la Révolution rouge, au lieu de devenir la superpuissance promise par les grands récits historiques, est devenu le communisme qui s'est effondré il y a quelques années. Bon, ça fait maintenant une vingtaine, trentaine d'années. Pour en venir à un même point, on va maintenant parler d'un séminaire le plus important, comment profiter de la révolution des autres, car c'est un gain de temps, d'argent et de pouvoir. Pour cela, le politicien usera de stratagèmes démagogues. C'est très simple. Imaginez d'un grand plan quinquennal afin de faire un saut, un bond en avant vers le futur, pendant une révolution culturelle qui, comme nous le savons tous, s'est terminée dans le mur de Berlin. Pour l'habile commercial que je suis, et peut-être les autres, mais je ne sais pas, le plus important, c'est de pouvoir séduire, c'est de pouvoir vous faire acheter du chocolat au prix de vos bras et pouvoir vous dire ensuite, par un habile slogan, pas de bras, pas de chocolat. Maintenant qu'on a fait les exemples classiques du séminaire, nous allons passer à l'étape suivante, les grands noms du passé, Sun Tzu et Machiavel, c'est le plus important. Machiavel nous enseigne une chose très simple. Il faut avoir une apparence de vertu, mais savoir se montrer cynique ou en tout cas raisonnable. Certes, il est beau de porter un rêve, une idéologie, un concept, de lancer quelque chose. Mais à quoi bon voir ce rêve brisé ou récupéré par quelqu'un d'autre? Le plus important, c'est d'être celui qui est au pouvoir, celui qui a maintenu la pression. Et c'est pourquoi j'aimerais revenir maintenant à Sun Tzu, qui nous dit une chose très simple, l'art de la guerre, car c'est l'art de diriger. Tout bon manager devrait l'avoir lu, d'ailleurs. L'art de la guerre est un art de duperie. C'est pour ça que je vous exhorte à duper les dupés et les dupeurs, afin de vous tailler la part du lion sur le marché, tout comme en poétique. Et j'espère en tout cas que ça vous sera utile, gens de Sciences Po qui êtes actuellement en territoire hostile, car vous êtes encerclés par une armée. Maintenant que nous avons fait un étalage rapide, d'introduction du séminaire, toujours à l'art de l'opportunisme, à la base de notre métier tout de même. Quand on voit une opportunité, il faut s'en saisir. Nous allons pouvoir aller au cœur le plus fondamental. Voulez-vous révolutionner le monde? Tout le monde essaye. Quelqu'un a réussi? Non. Ce qui ne compte, ce n'est pas révolutionner le monde, mais trouver le point de rupture, trouver le moment où il faut y aller. Être suiveur, puis challenger, puis dominant. Si on est premier entrant, souvent on se brise. Et c'est pourquoi, à tous les start-upers d'Audencia, rejoignez-moi, nous allons porter de nouveaux projets, nous allons porter très prochainement
de quoi renverser la donne. Un nouvel Internet, forcément, c'est devenu obsolète. Merci. Bonsoir Adrien. Alors, tout d'abord, félicitations. Sauf erreur, tous en note. C'est assez impressionnant sur une durée comme ça. Une première question. Vous avez évoqué l'art de l'opportunisme qui serait la caractéristique de votre futur métier ou de votre formation. Est-ce qu'il y a une limite à cet opportunisme, très concrètement, ou est-ce que c'est un opportunisme sauvage, sans limite? L'opportunisme sauvage, je n'aime pas ce terme, parce que l'opportunité se suffit à elle-même. Si quelqu'un laisse une opportunité et qu'on la laisse gâcher, à quoi bon? Il faut la saisir. Il n'y a pas de limite autre que celle que les autres nous infligent. J'enchaîne sur une deuxième question, j'en profite puisque j'ai le micro. J'ai noté que les autres t'infligent des limites, donc c'est quand même une contrainte. Mais j'entends ton message ou ta réponse. Tu es parti toujours dans le même ordre d'idée tout de suite sur la notion de marché, marketing, consommation, en parlant de la révolution. On aurait pu partir sur une notion historique. Moi, si j'avais à traiter le sujet, je serais parti peut-être sur quelque chose de plus poétique, mais c'est personnel. Notamment, la révolution en matière astronomique, c'est aussi le mouvement des astres, hein, le mouvement elliptique au circulaire. D'où la question qui n'a rien à voir, mais je te la pose quand même. Est-ce que être dans la Lune, ce ne serait pas un bon moyen de donner de la valeur au temps? Donner de la valeur aux gens? Au temps. Au temps. Est-ce que être dans la Lune, ce ne serait pas un bon moyen de donner de la valeur au temps? Eh bien, à force de comprendre que nous sommes en révolution permanente autour du Soleil, nous comprenons évidemment que le temps que l'on voit sur la Lune ne fait que représenter le mois qui passe, et donc le temps. Est-ce que la révolution sexuelle fait perdre du temps? Ça dépend. Si on y prend du plaisir, même si on perd du temps, ce n'est pas grave. Ça dépend combien de temps ça dure. En tout cas, moi, j'aime perdre beaucoup de temps. Vous saurez donc que c'est une perte de temps. Hein, elle dure longtemps, mais c'est une perte. Dans le même ordre d'idées, vous avez dit en agitant cette bouteille, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est pareil pour les gens? Personnellement, pour moi, oui. Parce que, certes, la première approche peut être physique, mais à force de discuter avec une personne, eh bien, le manque d'esprit éteint tout l'amour chez moi. Et j'ai une question assez fondamentale. C'est quoi ton problème avec Sciences Po? Eh bien, ils sont en minorité actuellement, donc c'est facile. En fait, vous êtes tous un. Donc, s'ils sont en minorité, ça veut dire que tu t'inclus dans un groupe majoritaire. Lequel? Le commercial actuellement, parce que Audencia, je t'aime. Oui, alors la réciprocité est une condition de l'amour. Mais il existe aussi des amours à sens unique, et c'est triste. Mes confrères et moi-même, nous avons tous eu ce client qui vous disait le viol, c'est quand on veut pas et moi je voulais. Donc, d'où ma question suivante. Donc, de toute évidence, vous êtes un commercial, Adrien. Et la soirée ne fait que commencer. Ce qui se passe à Nantes reste à Nantes. Vous avez 1 minute pour vous vendre vous-même. Bon, eh bien, vu qu'il y a une majorité féminine, il va falloir me vendre aux femmes d'abord, ça va être compliqué. Donc, mademoiselle, actuellement célibataire, bien portant, aimant le champagne pour ramener des caisses depuis Reims, je suis très disposé à connaître mieux Nantes avec vous. Et j'espère passer une très belle soirée, un très bon cocktail aussi avec le jury.
Bonsoir Adrien, vous avez aussi parlé de séduction. Pensez-vous du coup les avoir séduites? Alors 60 secondes c'est dur, mais avec 2 bouteilles de champagne de Reims c'est plus facile. Je le rappelle qu'immédiatement après avoir parlé de séduction, il a parlé de pas de bras, pas de chocolat, ce qui est assez antinomique. Merci Adrien. Merci. Accueillons à présent le candidat pour Sciences Po Lyon. Il s'agit de Joshua Rendaruel. Et avant cela, je vais prendre un mot. Un mot du public, s'il vous plaît. Personne. Je sais qu'une frustration existe, mais j'aurais pris plus simple aussi si nécessaire. Vous pourriez me l'écrire, s'il vous plaît, sur un petit papier, ce serait super. Bon, bah faut y aller. L'auto-immunologie. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, bonsoir. F-R-O-S-S-A-R-D, Froussard. Vous êtes tous des froussards, des pleutres, des couards, des ventres à chaud. Vous ne comprenez rien au sens de la vie, que dis-je, au sens de l'humanité. Vous êtes tous là à trembler comme de vulgaires feuilles mortes face à une évidence qu'un élève de CP comprendrait. La folie est inévitable, la folie est omniprésente, mais surtout, mesdames et messieurs, la folie est salvatrice. Bon, qu'est-ce que la folie? Alors, dans un souci d'éthique, mais aussi de professionnalisme, je me suis lancé dans une recherche approfondie et minutieuse de la notion de folie. J'ai cherché à comprendre quelles étaient les origines psychologiques, sociologiques, voire historiques, qui me permettraient de comprendre comme il se doit la notion de folie. Non, je déconne, je suis allé sur Wikipédia. Eh bien, figurez-vous que selon cette illustre encyclopédie, la folie est, je cite, une notion extrêmement polysémique. Ça va jusque-là? Bon. Elle désigne le plus souvent, parce que des fois ça change, des comportements jugés et qualifiés d'anormaux. Je ne suis pas d'accord. Mais avant toute chose, pourquoi comprendre, pourquoi chercher à savoir ce qu'est la déraison, l'insanité, la folie? En soi, rien ne me prédestine à des comportements déraisonnables. Je ne suis qu'un simple et humble étudiant, salissant consciencieusement les bancs d'une illustre institution, sentant bon le saucisson brioché et la praline. À la rigueur, il aurait été intéressant de faire une étude approfondie de la chose si j'avais été amené, je ne sais pas, disons, à faire des études de commerce. 2 ans de prépa, 3 pour les plus sadomaso, pour finalement finir cadre dans une PME. Alors ça, si c'est pas de la folie, achetez-vous de la juvamine, hein. Mais la folie ne concerne pas mon parcours personnel, ni mes objectifs professionnels. C'est quelque chose de plus important. C'est quelque chose qui me pénètre au plus profond de moi-même. Je veux devenir fou. Pourquoi? Salvador Dali dit un jour, à 5 ans, je voulais être cuisinier. À 7, Napoléon. Mon ambition n'a cessé de croître depuis. Je ne peux me satisfaire d'une simple carrière de politicien véreux, de haut fonctionnaire corrompu, de milliardaires excentriques. C'est à la portée de n'importe quel ECS, voire ECE. Non. Je veux beaucoup plus. Je veux bien plus. Mais comment faire? À quel moment? Pour quelle raison? Tant de questions qui me taraudent et qui m'embrouillent l'esprit. Jean-Pierre Léaud dit un jour dans La naissance de l'amour, « Personne ne sait ce qu'il se passe aujourd'hui, parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. » N'est-ce pas prodigieusement bien écrit? Ne voyez-vous pas l'évidence qui s'impose à nous? En quelques mots, cet acteur français décrit avec brio la triste condition de l'homme. L'homme perdu dans un système mondialisé, simple rouage, sans puissance. Notre modernité se focalise sur les réponses et non plus sur les pouvoirs. Notre société actuelle ne nous apportera aucune réponse. Seule la démence,
Seule la déraison, le pouvoir de la folie peut nous guider et nous apporter sérénité et confort. Imaginez, mesdames et messieurs, nous pourrions voter Mélenchon et déréguler la finance. Nous pourrions sauver la planète et être actionnaires chez Mitsubishi. Imaginez, nous pourrions être de bons catholiques tout en soutenant le cardinal Barbarin. La folie nous ouvre tellement d'opportunités. Mais, mesdames et messieurs, regardez par vous-même nos démocraties. Néolibéralisme, capitalisme, consumérisme, interventionnisme exacerbé, liberté d'expression, Nicki Minaj, Nadine Morano, 7 péchés capitaux dont souffre la démocratie, 7 péchés capitaux dont souffre l'humanité. Depuis les premiers soubresauts de l'économie avec notre très cher camarade Colbert, jusqu'à la rockstar qui est devenue Piketty, l'histoire de la science économique n'a cessé d'évoluer, n'a cessé de changer. Je vous l'accorde, il fut un temps où la folie n'était pas nécessaire, où la folie n'était même pas envisageable. Mais comme toute chose, toute bonne chose a une fin. Et notre camarade Staline a dû malheureusement s'éteindre plus rapidement que prévu. Mais attention, Fukuyama n'a pas encore fini la fin de notre humanité. D'ailleurs, en parlant d'histoire, ne voyez pas en moi le Jésus de la déraison, le Moïse de la démence, le Mahomet de la perversion. Loin de là, hein. Je ne suis qu'un simple et humble messager. Mais regardez, l'histoire parle d'elle-même. La folie a toujours guidé l'homme dans les moments les plus sombres de son histoire. Croyez-vous que c'est la raison qui fit éclore la révolution bolchevique de 1917 ? Est-ce que Robespierre aurait participé à la terreur si la démence ne l'habitait pas ? Pensez-vous que des personnes saines d'esprit auraient attaqué les nazis si la folie ne les avait pas guidés ? Mesdames et messieurs, sans aliénation, l'humanité aurait disparu aussi vite que Ramayad en politique. Donc je me retrouve dans une situation très simple. Pour paraphraser Rimbaud, j'assiste à l'éclosion de ma folie. Je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archer et la symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. C'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, que je vous présente ce soir mon projet, mon objectif, mon bébé, mûrement réfléchi. Alors, dans un souci de clarté et d'éthique toujours, j'ai décidé de vous présenter mon projet en 5 amendements, 5 points cruciaux qui nous permettront d'écrire l'histoire, notre histoire, de nous réapproprier notre humanité. Premier amendement, la légalisation de la folie. Vous écrasez par mégarde votre belle-mère, le premier amendement vous protège. Vous souhaitez faire du nudisme votre credo, le premier amendement vous protège. Deuxième amendement, la légalisation de la drogue, la weed, la bœuf, le bon bédo. En effet, tout état de démence ne peut venir de soi-même. Alors, je suis conscient que toutes les familles ne sont pas aussi bien dotées. J'ai prévu des bourses pour les moins favorisés. Troisième amendement, l'interdiction de la croûte sur les pains de mie. C'est dégueu, j'aime pas ça. Quatrième amendement, la rénovation de Paris. Néron brûla Rome pour la reconstruire. Brûlons Paris et les Parisiens et reconstruisons un Paris à notre image, un Paris par le peuple et pour le peuple. Enfin, le 5e et dernier amendement, je ne l'ai pas encore trouvé, mais on a tout notre temps. Mais finalement, mesdames et messieurs, je ne suis peut-être pas si fou, je ne suis peut-être pas si dément, je ne suis peut-être pas si schizophrène, je suis peut-être tout simplement français. Français et fier de l'être. Mesdames et messieurs, vive la République, vive la France et vive la démence. Merci. Je ne suis pas adepte de rhinopharyngite ou je n'ai pas compris le mot. Merci. Oui, Joshua, bonsoir. Bonsoir. Merci pour cet exposé. Vous avez évoqué en tout début Dali. Je voulais savoir si pour vous, la folie était le pendant du génie. Mais, madame, la folie est tout simplement le cœur de notre humanité. Regardez, nous avons un président normal, on voit bien que ce n'est pas le plus grand des génies. Bon, alors, Salvador Dali,
un des plus grands, éminents personnages de notre histoire, évidemment, il était fou. Mais attention, la folie n'est pas forcément la perversion. C'est certes un penchant, mais cela peut être aussi un atout. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, vous aviez un projet, devenir fou. Après avoir entendu ce que j'ai entendu, je ne suis pas inquiet. L'objectif sera atteint, ou est en passe d'être atteint. Une fois que ce premier objectif sera atteint, quel sera votre prochain projet? Quel est le projet d'après la folie? C'est une excellente question. Alors, projet d'après la folie. En soi, vous savez, monsieur, je pense, comme j'ai expliqué, l'histoire n'a pas de fin, l'histoire n'a pas de destin. Et je pense que la folie n'aura pas de fin. La folie n'aura pas de disparition en soi. La folie est un projet d'une vie entière. Et j'essaierai d'y consacrer l'ensemble de mes années qu'il me reste encore ici. Parmi les 7 péchés capitaux, il y avait Nadine Morano. Oui. Et Christine Boutin, c'est pour les chiens. Le problème, c'est que notre Seigneur d'Aquin n'avait cité que 7 péchés capitaux, et ma religion catholique m'interdit d'en avoir un 8e, mais je vous avoue que si nous avions un Vatican plus ouvert, ce serait avec plaisir que je l'aurais rajouté. Alors, à votre avis, Joshua, quelles sont les qualités requises pour devenir fou? Vous n'avez pas l'exemple devant vous? Je pense que ça suffit. Est-ce que le fou tient le roi en échec? Est-ce que le fou tient le roi en échec? Je serais tenté de dire oui, parce que ça me paraît une réponse adéquate. Après, je peux comprendre que cette réponse choque, hein, je le vois bien parmi vous. Je suis ouvert à toute discussion. Est-ce que finalement le 5e amendement, après la légalisation de la folie, de la drogue, etc., c'est pas la légalisation de la prostitution? Non, je vous avoue que je n'avais pas cette chose-là en tête, j'aurais préféré la sodomie, mais après je suis ouvert à un 6e amendement également. L'un n'exclut pas l'autre, il suffit d'avoir les moyens de ses ambitions. Et alors, Joshua, puisque vous avez pour projet de devenir fou, où allez-vous demander l'asile? Alors, en soi, ce n'est pas compliqué. Disons que, pour rester poli, je suis fou mais pas con. Donc je pense me diriger vers les îles Vierges ou Jersey. Ça me paraît une bonne destination. Et est-ce que vous aimez à la folie? Est-ce que j'ai pas entendu, pardon. Est-ce que vous aimez à la folie? Oui, je suis malheureusement tombé amoureux. De moi-même, hein, rassurez-vous. Merci Joshua. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le clown pleure-t-il derrière son masque? Ah, je vois que ça en fait sourire plus d'un, plus d'une. C'était il y a à peine 2 mois. Depuis, il n'a pas grandi, mais on espère qu'il est devenu de plus en plus fort. Accueillons Stéphane Fest sur 1001 nuits, Suicide pour briller. S'il vous plaît. Maintenant, le petit mot pour Stéphane Fest. Pardon? Sous le temps?
Il était une fois un sultan qui, suite à l'infidélité de son épouse, décida chaque matin de couper la tête de la femme qu'il avait nouvellement épousée la veille. Ainsi, il ne pouvait plus se faire tromper. Mais Scheherazade, sa nouvelle épouse, avait trouvé l'astuce. Chaque soir, elle racontait une histoire, et chaque conte découlant du précédent, le sultan voulait toujours savoir la suite, et ainsi Scheherazade gardait sa tête. Vous l'avez compris, ceci est le récit cadre des Mille et une nuits, recueil de contes, monument de la littérature arabe. Moi-même, ce soir, j'ai l'impression d'être tout droit issu de ce conte. Car toi, cher public, tu es le sultan. Et moi, je suis Scheherazade. Avec un peu moins de cheveux, certes. En effet, j'avais déjà raconté mon histoire. Je venais tout juste de gagner Eloquentia. J'étais très fier d'avoir remporté un Asus. J'étais très fier de présenter mon école à la Fédération étudiante d'éloquence. Et en effet, cette fois, je brillais réellement. La preuve, rendez-vous compte, sur mes publications Facebook, je n'avais plus seulement des j'aime, mais aussi des j'adore. Et quand j'avais de la chance, des waouh. Je me faisais agresser par des fans au pit-à-pit alors que je mangeais incognito à 22h30. Mais à moins d'être comme Aladdin et de posséder un tapis volant, il est très difficile d'échapper aux griffes du sultan. Ainsi, pour pouvoir garder ma tête, il me fallait revenir, il me fallait raconter une histoire à nouveau. Mais cette fois, l'épreuve serait plus difficile. En effet, le lion était dans l'arène. Il fallait donc que je bataille fort pour pouvoir garder ma tête. Mais avant même de répondre à la question qui m'est posée aujourd'hui, j'aimerais donc me repencher un peu plus en profondeur sur ce recueil de contes, Les Mille et une nuits, qui semble aujourd'hui encore être une source d'inspiration. En effet, ce conte a brillé à travers les siècles. La preuve, vous avez certainement entendu parler de ce mouvement, Les Mille et une nuits debout. Vous connaissez le principe, chaque soir, place du Sultanat, un orateur prend la parole pour raconter son histoire. Mais comme vous le savez, le temps est limité, car dans ce cercle restreint, il est strictement interdit de briller. Ainsi donc, pour éviter que quelqu'un brille, l'histoire doit donc se faire dans un temps limité, et malheureusement, il est très difficile de raconter son histoire jusqu'au bout. Ainsi, le public, déçu, frustré de ne pas avoir attendu la fin de l'histoire, malmené par Ali Baba et les 40 casseurs, décide d'aller brûler des tapis volants luxueux de marque Porsche devant le palais du Grand Vizir. Mais bon, ne nous laissons pas distraire par ces faits divers, revenons à nos moutons, à notre narration. Je disais donc que j'avais décidé de revenir pour raconter à nouveau une histoire, après avoir d'abord pensé choisir l'option de facilité. En effet, ô combien j'admirais, j'idolâtrais les personnes à qui il n'avait pas fallu mille et une nuits, mais seulement une nuit, un moment, une histoire, un moment, pour briller éternellement, pour marquer l'histoire. Martin Luther King, je fais le rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de sa foi. Dominique de Villepin, en 2003 à l'ONU, dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Ou encore la mascotte du BDE, le génie qu'est ta mère. Génie qu'est ta mère, devenu célèbre pour son essai « Nos libertés de pensée et d'opinion » nous laisse le choix entre féministes différentialistes et féministes universalistes. J'en ai les larmes aux yeux, on a retrouvé le pôle philo, il est au BDE cette année. Mais le premier risque qui découle malheureusement de cette première option, un petit peu facile, c'est de n'être plus connu que pour cette magnifique histoire qu'on a racontée. Le public oublie les 1000 autres. Il demande et redemande toujours la même, t'empêchant ainsi de te renouveler. Or, ne pas se renouveler, c'est ce qu'il y a de pire pour un conteur. C'est ce que disait déjà le personnage principal de ce film grandiose, Mille et une pattes. Libérons notre imagination, disait Tilt. Et oui, en effet, car le second risque, si on ne libère pas son imagination, c'est très vite de tomber dans l'oubli, de tomber dans l'anonymat le plus total, aussi vite qu'on est devenu connu. J'ai fait le test tout à l'heure, alors que je m'ennuie en cours de logistique et supply chain. J'ai décidé de mettre une photo de Tilt sur mon écran, j'ai fait passer le portable dans la classe, j'ai demandé « mais qui connaît Mille et une pattes ?» Presque tout le monde avait oublié Mille et une pattes, alors que c'est quand même le film qui a lancé la carrière de Pixar. Non, aujourd'hui, tout le monde n'a plus Dieu que pour cette pseudo-fourmi masquée Ant-Man. C'est triste, en effet. Vous devez vous demander où est-ce qu'ils vont en venir avec ces fourmis. Je ne sais pas moi-même. Mais rassurez-vous,
Merci Gaël. Mais rassurez-vous, j'arrive bientôt à la fin de ma narration. Moi aussi, je suis pressé d'aller voir l'épisode de Game of Thrones. Là où je veux en venir, c'est que d'une nuit, on ne peut se satisfaire. Comme dit la pub Eurostar, tant d'histoires à venir. Chacun ses références. En effet, il serait dommage de ne pas exploiter les 1001 nuits qui s'offrent à nous. Je vais vous donner des statistiques, puisque les profs de marketing se sont plaints qu'il n'y ait pas assez de statistiques dans nos cas jardins bio. 1001 nuits, malgré ce sentiment d'éternité qu'il y a derrière, représentent en fait 2 ans et 266 jours, sans compter les années bissextiles. C'est donc finalement très peu. Que faire une fois qu'on a dépassé ce quota de jours? Se laisser mourir intellectuellement? Non. Cela n'est pas l'esprit du conteur. Le rôle du conteur est de raconter, narrer, quider éternellement. Et ce, même au risque de ne jamais briller. Là, vous allez me demander à quoi bon? Et moi de vous répondre, briller est-il le but du conteur? La Fontaine voulait-il briller quand il a écrit Le Corbeau et le Renard? Non. Il cherchait à délivrer une morale. Il cherchait à faire prendre conscience. Ceci est le premier rôle du conteur. Le deuxième, c'est tout simplement de ne pas briller lui, mais de faire briller son public, de titiller son imagination, de le faire voyager à travers les mers avec Sinbad, à travers les airs avec Aladdin. Là est le véritable rôle du conteur. Et si le plus grand succès de Scheherazade, plutôt simplement que d'avoir réussi à sauver sa tête, n'était pas d'avoir fait briller les yeux du sultan, d'avoir su le faire retomber en enfance. Comme disait Thomas d'Aquin, il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. Bonsoir Stéphane, merci pour cet exposé. Vous avez évoqué La Fontaine en indiquant qu'effectivement son but était de raconter une histoire. Je voulais savoir si pour vous ce soir, votre objectif était de briller ou de nous raconter une histoire. Alors évidemment, comme je l'ai dit, je tiens à mon nombre de j'aime sur mes publications Facebook, donc oui, je cherche à briller, mais aussi évidemment faire briller les yeux du public. Car oui, je suis un conteur. La dernière fois, j'avais raconté l'histoire d'un clown. La scénarisation, c'est mon truc. Stéphane, avez-vous besoin de la nuit pour briller ou est-ce que vous vous satisfaites du jour? Alors, demandez à mes amis comment je m'en sors en open bar. Je ne sais pas. J'aime beaucoup la nuit pour travailler. En tout cas, pour écrire, j'écris la nuit. Mais d'autant plus qu'on brille plus facilement la nuit, comme les étoiles. Quel philosophe. Et je voudrais savoir combien vous lui avez donné pour qu'elle dise sultan. Alors, je vais répondre à votre question, mais d'abord, j'aimerais vous dire un truc, monsieur Maître Perrier, c'est que je viens seulement de comprendre ce matin, en fait, la question que vous m'avez posée le 1er mars, pour la finale d'Eloquentia. Vous m'avez demandé est-ce qu'on peut faire une école de commerce et être monsieur loyal. Je vous jure que j'en ai fait des cauchemars pendant des semaines, donc voilà ma réponse avec un petit délai. Non, évidemment, ce n'est pas compatible, car c'est bien connu, nous sommes tous des escrocs en école de commerce, nous ne pouvons pas être monsieur loyal. Après, pour répondre à votre question, non, je n'ai pas eu à la payer avec un sujet pareil, sous le temps les sortir à un moment ou à un autre. Et j'aimerais en savoir plus dans une optique d'anthropologie provinciale sur ce génie qu'est ta mère. Ah oui, alors ce fut autrefois une grande figure de l'audience. Malheureusement, suite à une censure digne de Staline, il a été contraint de changer de nom. Son nouveau nom est beaucoup moins sexy, donc je le tairai ce soir. Ah bah non, moi je suis venu pour ça. Enfin, je voudrais savoir quel est son nouveau nom, est-ce qu'il est célibataire Dans une relation compliquée avec Pedroquet.
Ah oui. Vous avez dit, Stéphane, le lion était dans l'arène. Mais à ce moment-là, où était le roi? C'est petit. Hein. Non mais Stéphane, si vous voulez, vous pourrez répondre en septembre prochain. Hein. Merci. Merci Stéphane. On accueille maintenant le vrai candidat d'HEC, Théo Gaïla. Et avant, je vais vous demander de choisir un mot. Un mot, s'il vous plaît. Oui. Pardon? Sardanapalesque. Bon courage. Alors je tenais à remercier donc le micro pour commencer. Allô? 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 Voilà. Donc je tenais à remercier Lise Goria pour son accueil. Merci de m'avoir fait passer dernier. J'ai pu m'endormir 3 fois avant de passer. Également, je tenais à remercier mes camarades qui ont tous eu des mots doux à mon égard. Et je vous prêterai mes dictionnaires à la fin de mon exposé pour vous enrichir un peu intellectuellement. Mais un peu de sérieux. Car aujourd'hui s'ouvre un procès de la plus grande importance. Nous devons déterminer le sort des mots qui sont aujourd'hui représentés par messieurs Robert et Larousse. Il s'agit de conclure une enquête menée depuis plusieurs mois et durant lesquelles les accusés ont toujours plaidé non coupables au délit qui leur était reproché. L'usurpation d'identité, l'escroquerie en bande organisée, la non-assistance à personne en danger et enfin le racisme. Et je suis ici pour défendre ces milliers de victimes anonymes, toutes ces personnes qui ont cru en la clémence des mots, qui ont cru qu'ils pouvaient être épargnés, mais qui ont été des victimes. Et je veux défendre ces personnes, car aujourd'hui, ces mots doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. Commençons tout d'abord par un examen de l'état civil de ces messieurs Robert et Larousse. Monsieur Larousse qui s'est présenté à nous tout au long de la procédure sous le nom de Petit Larousse. Alors, je conviens que l'on puisse parler du petit Kevin qui est attendu à l'accueil par ses parents, ou encore du petit oiseau qui ne peut pas voler parce qu'il n'a pas d'aile. Mais peut-on dire d'un livre qu'il est petit alors qu'il pèse 3,7 kilos, soit le poids d'un bon gros bébé ou d'un orteil de Teddy Riner? Et c'est la même chose pour le Robert. Le Robert qui s'est présenté comme le Robert de poche. Et après plusieurs mois d'enquête, menée par un comité d'experts indépendants, qui a utilisé des outils de mesure de dernier cri, nous avons démontré que ce dictionnaire ne rentrait pas dans une poche. Et c'est pour ces mensonges, mesdames, messieurs, que messieurs Larousse et Robert doivent être condamnés pour usurpation d'identité. Mais je ne vais pas m'arrêter là. L'enquête a démontré que derrière cette apparence plutôt avantageuse, derrière ces images, derrière ces définitions, se cachait un système complexe qui n'avait rien à envier aux Panama Papers, composé de mots écrans dont le seul but est de nous embrouiller. Pensez par exemple aux homonymes. Si je vous dis le mot verre, par exemple, est-ce le verre dans lequel nous buvons de l'eau pétillante? N'est-ce pas, Maître Perrier? Est-ce la couleur que portait Molière le jour de sa mort? Est-ce le petit animal qui dévore la moitié de nos pommes chaque année? Personne ne peut le dire. Alors certes, il y a des catégories nécessaires, les antonymes, pour opposer ceux qui s'opposent, opposer HEC et le reste des écoles. Mais il y a pire que tout ça, plus perfide. Je parle là des faux amis, qui ne se contentent pas de sévir en France, mais qui agissent à l'international.
Qui ici n'a jamais employé le mot library pour dire librairie et non pas bibliothèque? Qui ici n'a jamais employé le mot actually pour dire actuellement et non pas en fait? Et ce qui se passe chaque année, ce sont des milliers de touristes français qui étaient peu assidus en cours d'anglais qui sont vos victimes, et c'est une honte. Et lorsque vous mélangez tout cela, les homonymes, les faux amis, vous aboutissez à des situations grotesques, des quiproquos, des plus gênants. Les gens ne se comprennent plus. Car ce qui se passe quand je prononce un mot, je lui assigne un certain sens, n'est-ce pas? J'espère que mon interlocuteur va le comprendre dans ce sens. Mais en réalité, le mot fait ce qu'il veut. Il pavane. Le mot est libre et il trompe l'interlocuteur. Et monsieur Robert, c'est vous qui écrivez, page 357. Qu'escroquer, c'est tromper pour obtenir quelque chose. Et ce que vous obtenez en nous trompant, c'est la honte, le malaise de ne pas être compris. Et c'est pour cela que vous devez être condamné, monsieur Larousse, monsieur Robert, pour escroquerie en bande organisée, car c'est un système mafieux que vous avez mis en place. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Nous avons tous ici appris des milliers de mots dans notre jeunesse. On nous a assuré que les mots nous seraient toujours utiles. En n'importe quelle situation, je pourrais décrire ce qu'il se passe. Mais qu'en est-il en réalité? N'y a-t-il pas des moments où nous cherchons nos mots, nous balbutions, tel un science-piste? N'y a-t-il pas des moments où nous sommes en difficulté? Pensez au petit Kevin, qui était attendu à l'accueil par ses parents, et qui, à son oral de français, était interrogé sur la figure littéraire qui consistait à répéter dans une même phrase la même consonne, et qui ne put répondre. Mais où étiez-vous? Où étiez-vous, messieurs les mots? Nous avons des preuves de votre lâcheté. Grâce aux vidéos des caméras de surveillance, nous vous avons retrouvés pendant l'oral. Vous dansiez sur le bout de la langue du petit Kevin. Vous le narguiez, il avait besoin de vous, et vous restiez là à danser la salsa. Et c'est un scandale. Vous êtes lâches, vous n'êtes jamais là, vous, mots de passe, que l'on note partout et qu'on ne retrouve jamais. Vous, mots de passe, qui nous lâchez. Et c'est pour cela, pour le fait que vous n'êtes jamais là quand les personnes ont besoin de vous, que les personnes sont en difficulté, que vous devez être condamnés pour non-assistance à personne en danger. Et au-delà de ces exemples, il faut comprendre que c'est tout un système qui doit être remis en cause, car il a été pensé de manière inégalitaire depuis des années. Ouvrez un dictionnaire, vous verrez des dizaines de milliers de mots. Mais où sont les gros mots? Où sont les insultes? Où sont tous ces mots familiers qui chaque année se voient refuser l'entrée dans le Robert et le Larousse? Et au sein même des mots que vous tolérez, il existe d'autres inégalités. Entre les noms propres et les noms communs. Les noms propres qui ne veulent pas être mêlés aux noms communs. À ces chefs d'État, ces noms de villes qui ne veulent pas être mêlés à la masse, aux serviettes et autres noms bizarres qu'on me demande de dire, dont je ne me rappelle pas du tout. Et ce qui existe aujourd'hui, c'est un apartheid. Des mots qui n'ont pas les mêmes droits, des mots de race supérieure, des mots à rien, qui veulent se débarrasser de tous ces mots qui ne servent à rien. Et c'est donc un système raciste, un système qui exclut. Comme quand on arrive à Audencia, on nous met une étiquette visiteur. On nous insulte pendant des dizaines de minutes. Heureusement, M. Perry est là pour me défendre. Et en plus d'être raciste, vous êtes autoritaire. Vous ne supportez aucune erreur, aucune double consonne là où il n'y en a pas, aucun accent circonflexe un peu approximatif là où il n'y en a pas. C'est un scandale. Alors je passe outre votre attitude pendant le procès, toutes vos insultes, tel un étudiant de l'EM Lyon. Vous m'avez traité, vous deux, de petits légumes verts, moi l'avocat. Page 302 chez M. Robert, page 17 chez M. Larousse. Et j'aimerais pour conclure vous inviter, chers membres du jury, chers visiteurs, à ne pas rester les bras croisés. Ne pas rester les bras croisés, car garder les bras croisés, c'est agir comme les mots croisés. Il faut agir. Agir contre ces tartuffes. Ces mots qui cachent si bien leur jeu, qui nous trompent, ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Et ce que je demande, c'est qu'ils soient condamnés fermement pour les délits que j'ai énoncés. Mais il faut aller plus loin, car c'est tout un système qui est en cause. Il faut commencer
par abolir la différence entre tous les mots. J'ai un rêve, c'est qu'un jour, nom propre, nom commun, gros mots, puissent être présents sur une même page, qu'Einstein, Enjaillé et Enjoliver puissent figurer sur une même page. Allons plus loin. Je réclame la peine de mort pour les homonymes, les faux amis. Leur tirer une flèche dans le cœur pour qu'ils retrouvent la place qu'ils méritent, celle de mots fléchés. Et il faut, mesdames, messieurs, des réformes courageuses, économiques, mettre en place une taxe à 75% pour tous les dictionnaires de plus d'1 million de mots, car aujourd'hui, nous pouvons accepter des dictionnaires aussi gros, alors que des milliers de gros mots dorment dans la rue. Et finalement, j'en appelle à votre bon sens. Monsieur visiteur, il faut pénaliser les jeux de mots. Il faut les traquer un à un. Ces pseudo-humoristes, ces comiques qui se croient drôles avec des jeux de mots. Il faut les traquer, tous ces carambars qui, en plus de nous casser les dents, ne sont pas drôles. Et je vous invite à faire preuve de courage pour nous permettre à tous, mesdames, messieurs, d'enfin avoir le dernier mot. Merci. Théo, est-ce qu'il fallait accorder le mariage aux mots? Fallait-il accorder le mariage aux mots? Je serais plutôt favorable au mariage des homonymes pour les faire disparaître, faire qu'ils ne se reproduisent plus, qu'ils meurent entre eux. Donc le mariage homo, je ne sais pas, mais le mariage des homonymes, très certainement. Et alors, puisque vous êtes un procureur, quelle peine réclamez-vous pour les mots? Alors, j'en ai évoqué quelques-unes. Peut-être que séjourner quelques jours à l'EM Lyon ou à Sciences Po Lyon serait une lourde peine pour ces mots. Ils pourraient découvrir des gens qu'ils n'ont jamais vus, à savoir des sciences pistes et des étudiants de l'EM. Et je pense qu'il faut agir avec sévérité, agir contre les mots et enfin se débarrasser de tous ces mots qui ne servent à rien, tous ces homonymes. Et c'est en ce sens que j'ai prononcé mes peines en tant que procureur. Bonsoir Théo. Vous avez été très dur avec les mots durant votre exposé, mais ne pensez-vous pas, malgré tout, qu'ils vous ont été extrêmement utiles pour nous convaincre ce soir? Alors c'est sûr que sans mots, j'aurais eu un peu de mal à vous parler. Je pense que les mots ont une place dans notre société. Ils doivent être accueillis. De la même manière que l'Allemagne accueille des réfugiés par millions, nous devons être tolérants envers les mots. Mais il faut reconnaître les abus, il faut reconnaître tous ces excès. Et ces mots que j'ai dénoncés ont certes la puissance de décrire les idées que j'ai voulu transmettre, mais il ne faut pas tomber dans le piège, et comme toute drogue, il faut en savoir... il faut savoir s'arrêter. Dans la vie, vous préférez Larousse ou les Robert? Alors j'ai beau regarder Larousse et Robert de manière très attentive, j'aurais quand même plutôt tendance à préférer Larousse. Larousse, sur qui je n'ai pas grand-chose à dire. Regardez ces deux bonhommes. Il y a d'un côté Larousse,
ferme, solide, qui symbolise la femme libérée mais tout de même autoritaire. Et le petit Robert, à sa droite, qui certes est trop gros pour entrer dans une poche, mais qui, à ma manière, est beaucoup trop petit. Trop gros pour la poche, mais trop petit pour la main. On peut applaudir Monsieur Perrier. Vous avez fait tellement de jeux de mots ce soir, monsieur le procureur, que vous risquez quand même de prendre une sacrée peine ce soir. Alors, je n'ai pas peur de me mouiller. Et en effet, si j'ai utilisé des jeux de mots, c'était pour mieux les dénoncer et constater que certains moments, ils n'étaient pas drôles et qu'il fallait donc les éradiquer. C'était donc une preuve empirique que j'ai apportée. Bravo. Eh bien, merci Théo et merci à l'ensemble des candidats. Nous allons maintenant passer à la phase des délibérations du jury. Nous allons passer à la remise des prix et donc aux résultats du concours. Vous êtes super fort. Ah oui, il y a le trophée. Ah oui, ça, c'est faut les remettre. Nous allons demander aux candidats donc, de monter sur scène pour la remise des prix, s'il vous plaît. Et du coup, moi j'ai combien? Ah non, j'ai 3, moi j'ai 3. Ah, moi j'ai 3. Chacun son boulot. Alors, quel 6? Quel 6? Ah, le 1, c'est qui? Ah, d'accord. Bah, alors, le 6, Anne, c'est à vous. Ah, mais voilà. Non, mais il faut dire quand même. Je sais pas si Et mesdames et messieurs, chers amis, et bien évidemment, le jury qui est souverain a fait un putsch. Donc on nous a demandé de classer les gens, ce dont nous avons été totalement incapables, puisque vous étiez tous merveilleux. Et donc, en réalité, on nous a demandé de vous classer de 6 à 1, ce qui est à la fois impossible et désagréable, parce que ça voudrait dire qu'il y a un 6e, ce qui ne correspond ni à la réalité ni à la bienséance. Donc, nous avons classé de la façon suivante, au mépris de toutes les règles, et PwC ne nous en voudra pas, puisque de toute façon, ils ont déjà payé le cocktail, donc ça n'a aucune espèce d'importance, mais on les remercie là où ils sont.
Voilà. Nous avons classé, parce qu'il fallait quand même nous prenions nos responsabilités, nous avons classé les 3 premiers, ceux qui, selon nous, étaient les 3 premiers ce soir, et les 4e, 5e et 6e sont tous ex aequo 4e, et donc le 6, 5, 4 vont être annoncés par Anne et les membres du jury qui détiennent les cadeaux. Sachez aussi que nous avons fait un grand micmac avec les cadeaux, donc chacun a un cadeau dans la main, mais ne sait pas à quel rang en fait il correspond. Donc il se peut que le prix du premier soit un carambar et que l'iPod mini soit remporté par le 4e ex aequo. Tout ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, c'est pas grave, de toute façon c'est PwC qui paye. Donc, le candidat que nous avons classé en position numéro 6, c'est... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Non, alors, attendez. Alors, ne cassez pas tout. On a dit qu'on les mettait tous ensemble, D'accord. n'est-ce pas? On ne donne pas de nombre. On ne donne pas de nom. On va les mettre ensemble. Donc, les 4e, 5e et 6e, indistinctement, sont, et dans un ordre qui n'est pas le réel d'ailleurs, et on s'en fiche complètement. Donc, 4, 5, 6, 4e ex aequo d'ailleurs, sont, et on va commencer abstraitement par Joshua Rendaruel. Bravo. Un autre numéro 4, abstraitement, ce n'est peut-être pas d'ailleurs le véritable classement, il est peut-être 2 ou 1, il a été volé à l'instant par moi-même, j'aime bien l'idée. Alors, Adrien Forgeor. Et enfin, c'est à ce moment-là que vous nous sifflez, puisque 4e ex aequo Stéphane. Ah oui, alors là, on arrive vraiment, là pour le coup, c'est vrai. Donc, c'est ça le 3e? C'est quoi? Ah, alors le stylo, alors ça c'est très important. Il n'y a qu'à Nantes que ça existe, sachez-le. On offre, PwC offre au 3e un stylo, et je vous promets que c'est vrai. Donc un stylo, moi je me suis dit que quoi, un Bic 4 couleurs, chez PwC ils sont au bord de la faillite, enfin pas du tout. Très beau stylo, et là c'est vrai, en peau de raie. Et la question dans mon dos est parfaitement pertinente, en raie de quoi? Qui a souffert dans sa chair de la création de ce stylo? Est-ce un poisson? Est-ce un être humain? Était-il consentant? Toutes ces questions, il y en a un qui pourra se les poser toute sa vie en manipulant cette peau de raie. Ça n'est pas tous les jours, mais en même temps, il est lui-même complètement fou, mais comme tous les fous, c'est un vrai génie. En tout cas, à mes yeux. Je n'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et je suis ravi de lui remettre ce prix. C'est Vincent Breton. Qui remet le deuxième? Ah, mais c'est... Alors, je vous en prie. Alors le deuxième candidat qui donc remporte ce magnifique casque, c'est
Je retrouve maintenant Étienne Rabotin. Et je vous ai dit que vous auriez une autre occasion de nous siffler, c'est donc maintenant, puisque le vainqueur pour ce soir, mais c'est un vainqueur, soyons clairs, par défaut, puisque c'est quand même un garçon qui d'abord habite jouer en Josas, c'est une souffrance, qu'il faut qu'on partage ensemble ce soir, et il est tellement malheureux qu'il n'a d'autre distraction que de trimballer des dictionnaires quand il vient à Nantes. Enfin, vous voyez la perversité de ce garçon qui arrive partout où il va, d'ailleurs, pas seulement à Nantes, à chaque fois qu'il se déplace, il vient avec des dictionnaires. C'est vous dire la détresse absolue de ce garçon qui n'a pas de vie sociale. Enfin, il amène des dictionnaires partout où il va, comme un pauvre mais malgré tout, ce soir, dans un élan de pitié, eh bien, le vainqueur, non, c'était formidable, évidemment. Vous l'avez beaucoup agressé, donc il vous a agressé en retour, et je lui en veux un peu, mais néanmoins, il est un procureur de talent, et les avocats qui constituaient le jury lui en sont grés, même si, évidemment, les mots ne méritent pas tant d'opprobre. Le vainqueur de la Fée pour l'année 2016 est Théo Galula. Merci à tous d'être venus ce soir. Alors, on va faire une photo de famille. Merci au jury. Quelle belle famille d'ailleurs. Merci à tous. On applaudit une dernière fois le jury, s'il vous plaît. Ah oui. Nos beaux candidats. Et surtout vous, public. On n'oublie pas le mot de Stéphane Fest. C'est vous qui nous avez fait briller ce soir.